Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film de crime, drame et d'action de 2018 intitulé Mort aux trousses. De multiples stations de radio parlent de l'augmentation du taux de criminalité à Chicago. Les choses sont pires que jamais et les gens perdent confiance dans le système. Une voiture de police, avec des sirènes à fond, fonce vers l'hôpital. L'un des officiers a été abattu et est grièvement blessé. Il est emmené d'urgence au bloc opératoire où une équipe d'urgence l'attend déjà, mais son cœur s'arrête de battre et le chirurgien, Paul, prononce son décès. Il assure à l'autre policier que la mort n'est pas de sa faute. Paul prend son petit déjeuner avec sa femme Lucy, tout en se plaignant de la lenteur de sa montre. Pendant qu'ils parlent, ils entendent un cri fort et excité venant de l'étage. Leur fille Jordan descend et leur révèle qu'elle a été acceptée à l'université de New York, et ils sont heureux pour elle. Au match de football de Jordan, ils discutent de son entrée à l'université, mais ils sont interrompus par l'un des pères, qui prend le match beaucoup trop au sérieux. Paul lui demande poliment de se taire. Il s'énerve un peu, mais heureusement, l'échange ne va pas au-delà des mots. Après le match, la famille mange une pizza dans un restaurant avec le frère de Paul, Frank. Ils célèbrent avec des verres de vin le fait que Lucy est sur le point de terminer son doctorat. Ils parlent de la bagarre qui a été évitée de justesse plus tôt et Frank dit à Jordan que dans sa jeunesse, Paul était connu pour être bagarreur. Après le dîner, Paul accepte de prêter de l'argent à Frank. Ils attendent que leur voiture soit rendue, mais le voiturier prend en photo l'adresse sur le GPS de la famille après avoir appris qu'ils seront absents cette nuit-là. Paul et Lucy se préparent à sortir pour l'anniversaire de ce dernier, habillés de manière élégante. Ils s'embrassent en finissant de se préparer et Lucy offre à Paul une montre comme cadeau d'anniversaire. Paul reçoit un appel de l'hôpital, et il doit se rendre au travail. Lucy et Jordan sont déçus de devoir annuler le dîner d'anniversaire de Paul, mais ils acceptent de le reporter à une autre fois. Lorsque Lucy et Jordan rentrent chez eux après être sortis pour la soirée, une camionnette suspecte est garée au coin de la rue. Elle commence à préparer un gâteau d'anniversaire pour Paul et Lucy demande à Jordan de monter chercher son iPad dans sa chambre. Alors que Jordan va chercher l'iPad, elle parle aussi au téléphone avec son amie Sophie. Une silhouette noire de mauvais augure apparaît à la fenêtre de la cuisine. Lucy a un sentiment étrange et découvre une fenêtre ouverte dans la cuisine. Elle va la fermer et découvre des traces de pas boueuses sur le sol. Réalisant que quelqu'un est dans la maison, elle crie à Jordan de descendre, mais un voleur habillé en noir est caché dans la salle de bain et capture Jordan alors qu'elle commence à descendre. Les trois hommes entrent dans la cuisine et ordonnent à Lucy de poser son téléphone. Le chef du groupe leur dit que personne ne sera blessé s'ils coopèrent et Lucy reçoit l'ordre d'ouvrir le coffre-fort pendant que Jordan est surveillé sous la menace d'une arme dans la cuisine. Après plusieurs tentatives, Lucy ouvre enfin le coffre et le voleur lui fait retirer tous leurs biens et les met dans un sac. Le voleur en bas commence à harceler Jordan. Lorsque l'autre voleur revient du garage avec une corde, ils se disputent et voyant une opportunité, Jordan saisit un couteau et coupe son visage. Mais l'autre type la désarme et la jette au sol. Lucy rentre avec le troisième braqueur et constatant la pagaille, elle saisit une casserole d'eau bouillante et la jette au visage du type démasqué. Elle dit à Jordan de s'enfuir mais le chef des voleurs en a assez et tire 2 fois avec son arme. Paul, qui est en chirurgie, entend parler de 2 patientes qui arrivent par l'interphone. Lorsqu'il arrive, il est horrifié d'apprendre que sa fille est en chirurgie intensive et que sa femme est morte. Paul énumère les objets volés chez eux aux détectives, Kevin Wren et Leonard Jackson. Frank reproche aux policiers de ne pas prendre plus au sérieux les récents crimes commis dans le quartier, mais Paul lui demande de se calmer. Les détectives essaient d'assurer à Paul qu'ils attraperont les responsables. Jordan est sorti du bloc opératoire mais reste dans le coma, tandis que Paul l'observe à son chevet. Ben, le père de Lucy, prend la parole à son enterrement et se demande comment ce meurtre insensé peut faire partie du plan de Dieu. Il remercie Paul d'avoir ramené le corps de Lucy à la maison et lui demande où en est l'enquête de police. Paul lui dit que des voisins ont vu 3 réparateurs dans une camionnette blanche. Soudain, Ben arrête la voiture au milieu de la route et regarde quelque chose sur le sol. Il remonte dans la voiture et lorsqu'ils atteignent sa propriété, il y a 2 braconniers armés qui se mettent immédiatement à courir vers leur voiture. Ben sort et commence à tirer, mais il s'échappe. Le père de Lucy exprime sa conviction qu'il ne faut pas compter sur la police, car elle n'arrive qu'après un crime. Il dit que les hommes doivent parfois prendre les choses en main et abat le cerf que les braconniers ont blessé, mettant ainsi fin à ses souffrances. Un peu plus tard, Paul conduit et parle au téléphone avec l'inspecteur Wren. Il est déçu d'apprendre qu'ils n'ont pas encore de suspect. Il crie sur un sans-abri qui essaie de nettoyer la vitre de sa voiture et est globalement frustré par le manque de progrès de la police sur cette affaire. Alors que Paul entre dans la chambre d'hôpital de sa fille, il voit son amie Sophie lire un livre d'économie à Jordan.
Elle lui explique que, de cette façon, elle ne prendra pas de retard et Paul la remercie d'être là. Plus tard, il se rend en thérapie et parle du fait qu'il ne peut pas dormir dans leur lit, alors il dort sur le canapé. Il se souvient de son enfance malheureuse où il prenait le train tout seul pour éviter son père. Il fait la même chose maintenant, juste pour réfléchir. Tout lui rappelle les hommes qui sont venus lui prendre sa femme et il exprime le regret de ne pas avoir su protéger sa famille. Le thérapeute lui assure que la guérison est un processus et qu'elle prendra du temps. Les jours passent et Paul n'a toujours pas reçu de nouvelles de l'affaire. Il va donc voir le détective Ren en personne. Il l'interroge sur les échantillons d'ADN, mais ils ne correspondent à personne dans la base de données. Dans le bureau de Ren, Paul remarque toutes les affaires en cours sur lesquelles il travaille actuellement. Seule une petite partie d'entre elles a été résolue. Ren lui assure que tôt ou tard, l'un des 3 cambrioleurs se fera arrêter pour une affaire sans rapport et vendra les autres pour sa propre liberté. Paul se demande si offrir une récompense ou engager un détective privé pourrait aider, mais Ren explique qu'offrir de l'argent ne ferait que créer de multiples fausses pistes et qu'un détective privé ne peut pas légalement s'impliquer dans une affaire de meurtre en cours. Tout ce qu'il peut faire, c'est avoir la foi. Paul se promène en ville la nuit quand il remarque 2 hommes qui harcèlent une jeune femme. Il leur demande de la laisser tranquille, mais ils le battent à la place. Il rentre chez lui et regarde une publicité pour un vendeur local d'armes à feu. Le lendemain, il se rend à l'armurerie et le vendeur lui montre toutes les différentes armes qu'ils ont. Il s'inquiète des formalités administratives et elle lui dit qu'il n'a pas à s'en soucier. Ils l'aideront à remplir son formulaire de demande et après cela, il lui suffira de suivre un cours sur la sécurité des armes, que personne n'a jamais raté. Paul dit qu'il va y réfléchir. Un peu plus tard, Paul se trouve à l'hôpital pour soigner une autre victime par balle lorsqu'une arme à feu tombe de la poche du patient. Il lui donne un coup de pied pour le mettre sous la table d'opération, puis le saisit. Au cours des jours suivants, il regarde des vidéos didactiques sur les armes et s'entraîne à tirer. Un jour, Paul est appelé aux soins intensifs et apprend que Jordan a eu une crise. Son état ne cesse de s'aggraver et il semble peu probable qu'elle survive. Il devient furieux à cause des criminels qui courent toujours alors que sa fille est attachée à un lit d'hôpital. Cette nuit-là, il prend son arme et commence à marcher dans un quartier difficile de Chicago. Il voit 2 hommes qui essaient de voler la voiture d'une femme. Il les interpelle mais il commence à tirer. Alors qu'il essaie de s'enfuir, il tire sur le conducteur et il s'écrase. L'autre homme sort de la voiture et commence à tirer à l'aveuglette, mais Paul l'atteint et le tue. Une femme à la fenêtre a tout filmé. Paul s'enfuit de la scène, jette son capuchon et prend un train pour rentrer chez lui. Il bande son bras blessé et s'endort. Les inspecteurs Ren et Jackson prennent les dépositions de la femme que Paul a sauvée et de la femme qui a filmé la scène. Le visage de Paul n'étant pas visible sur la vidéo, la seule chose qu'ils savent est qu'il s'agissait d'un homme blanc avec un capuchon. Ren regarde la vidéo et remarque que Paul s'est blessé à la main parce qu'il ne tenait pas correctement son arme. Ils disent à la femme de garder la vidéo confidentielle. Mais elle la met en ligne plusieurs heures auparavant. Le lendemain matin, Paul voit la vidéo de lui-même dans la fusillade du vol de voiture, il est surnommé la faucheuse par les médias. Alors qu'il se rend au travail, il écoute une émission de radio où l'on se demande s'il est un héros ou non. Un jeune garçon est victime d'une fusillade causée par un criminel local et un dealer surnommé le marchand de glace. Paul consulte le dossier du garçon à l'hôpital et note son adresse. Ensuite, Paul enfile un capuchon et va affronter le marchand de glace. Il lui tire dessus et plonge, tandis que les habitants du quartier lui volent toutes ses glaces. Les détectives arrivent sur les lieux et le témoin déclare à nouveau avoir vu un homme blanc avec un capuchon. Ren remarque que des enfants ont reconstitué les événements et se dit qu'il s'agissait probablement de la faucheuse, étant donné que celui-ci est gaucher. Leur supérieur est furieux de voir un justicier tirer sur des criminels et s'inquiète de voir d'autres personnes faire de même. Ils expliquent que pour l'instant, ils savent qu'il est gaucher et qu'il ne maîtrise pas les armes de base. Paul se rend à une autre séance de thérapie et le thérapeute lui dit qu'il a l'air beaucoup mieux et qu'il doit continuer à faire ce qu'il fait. Paul rigole et lui dit qu'il le fera. Un jour, Paul opère une autre victime par balle et se rend compte qu'il s'agit du voiturier. Il remarque également sa vieille montre à son poignet. Le voiturier meurt sur la table d'opération et Paul se rend dans l'ambulance dans laquelle il a été amené et vole son téléphone. Il le déverrouille avec le doigt du voiturier et reprend également sa montre. Il fouille dans le téléphone et trouve la photo de leur adresse. Il continue de creuser et trouve la photo d'un magasin d'alcool, qui est en fait une façade pour la vente de marchandises volées et décide d'aller enquêter. Il prend un autre capuchon dans la buanderie de l'hôpital et se rend dans le magasin d'alcool. Il invente une histoire selon laquelle c'est le voiturier qui l'a envoyé, mais le propriétaire remarque l'étiquette de l'hôpital sur son capuchon et envoie sournoisement un SMS à un autre criminel, Fish, pour lui dire de venir. Il tend alors la main vers un revolver, mais Paul lui cloue la main et lui ordonne de lui montrer ses affaires.
Le propriétaire l'emmène dans un coffre-fort, où Paul trouve tous les objets de valeur volés dans sa maison. Fish arrive et tente de tirer sur Paul mais tue le propriétaire à la place. Paul utilise les caméras pour tirer sur Fish à travers le bar, et lui demande qui a tué Lucy. Fish lui dit que c'est un mécanicien nommé Joe et que son adresse est dans son téléphone. Alors que Paul décroche le téléphone, Fish le jette à terre et se relève en visant son arme, mais une boule de bowling lui tombe sur la tête et il meurt. Paul s'empresse alors de prendre les cassettes et de partir, mais sa bague tombe sur le sol. Le lendemain, Paul reçoit la visite de Ren et Jackson à l'hôpital. Ils lui montrent une photo de Fish ainsi que la bague, que Paul confirme être la sienne. Ils lui disent que ce n'est qu'une question de temps pour que l'affaire soit résolue, maintenant qu'ils connaissent l'un des cambrioleurs. Plus tard, Paul va rendre visite à Joe. Il l'assomme avec une clé à molette et Joe se réveille attaché sous la voiture. Paul fait une entaille dans le nerf le plus puissant du corps et verse dessus du liquide de frein. Joe n'apprécie pas beaucoup cette situation et lui raconte tout ce qu'il sait. L'assassin de sa femme est en fait un dénommé Knox. Paul remercie Joe pour sa coopération et l'achève. Les détectives s'arrêtent à la patinoire et parlent à Frank, car ils pensent qu'il pourrait savoir quelque chose sur la faucheuse. Paul est à l'hôpital à côté de Jordan quand il reçoit un appel de Knox. Il se moque de Paul, disant qu'il veut lui dire les derniers mots de sa femme et demande à le rencontrer dans un club dans 30 minutes. Frank se rend au domicile de Paul et entre après que personne n'ait répondu à la sonnette. Il entre dans la cave où Paul gardait des munitions et réalise qu'il est la grande faucheuse. Paul se rend au club et envoie un message à Knox pour lui dire qu'il est là. Knox lui donne rendez-vous dans les toilettes. Paul appelle son portable et quand il ouvre la cabine, il n'y a qu'un téléphone. Knox apparaît par derrière et commence à tirer. Voyant qu'il est piégé, Paul éteint les lumières, sort en rampant et se fond dans la foule. Les détectives reçoivent un appel concernant la fusillade du club et se rendent à l'hôpital où l'une des victimes affirme avoir vu le tireur. Ils lui rendent visite et il s'avère que c'est Knox. Les détectives se rendent au bureau de Paul, mais il n'est pas là. Paul rentre chez lui et Frank le confronte. Paul explique qu'il devait le faire parce que personne d'autre ne le ferait. Leur conversation est interrompue par les détectives. Frank ouvre la porte et leur dit que Paul n'est pas là. Ils savent qu'il est là mais ne peuvent pas l'arrêter sans preuve. Paul reçoit un appel de l'hôpital l'informant que Jordan est réveillé. Il s'y précipite et doit annoncer à sa fille que sa mère est morte. Le lendemain matin, ils se préparent à rentrer chez eux, mais lorsqu'ils entrent dans l'ascenseur, Knox les rejoint. Il fait la conversation avec Jordan et quand ils partent, Knox leur dit qu'il les reverra dans le coin. Paul fait un arrêt au magasin d'armes. Après avoir dîné, Jordan se prépare à se coucher, mais Paul lui dit de se mettre sous les escaliers et d'appeler le 911, car il a vu quelqu'un dehors. Knox fait irruption avec 2 de ses hommes de main, mais Paul les neutralise rapidement. Il entend un bruit au sous-sol et descend, mais Knox lui tire dans l'épaule et lui dit de s'asseoir. Jordan sort de l'escalier et crie, ce qui distrait Knox. Paul appuie sur un bouton de sa table et s'occupe de Knox. La police arrive enfin et Paul dit à Ren qu'il a reçu toutes ses blessures ce soir, y compris la coupure à la main qui est presque guérie. Ren pose quelques questions supplémentaires et Paul laisse entendre qu'il en a fini avec son rôle de justicier. Ren est satisfait de cela et le laisse tranquille. Un peu plus tard, Paul dépose Jordan à l'université de New York, où son amie Sophie l'attend déjà. Alors qu'il retourne à sa voiture, Paul voit un homme voler un sac sur le chariot d'un clochard. Il l'interpelle et pointe un doigt vers lui. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.